Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de News Assurance Pro pour cette deuxième journée ici aux rencontres de l'AMRA et de Deauville où j'ai le plaisir de recevoir François Leduc. Bonjour François Leduc. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Verspiren. J'ai une première question, je voulais savoir un petit peu comment s'était passé votre exercice 2018 pour Verspiren. Un exercice 2018 qui s'est bien passé, croissance de 7% pour nous, donc on va dépasser les 380 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est d'ailleurs un petit peu supérieur aux prévisions. Et on pense pour cette année 2019 dépasser la barre des 400 millions d'euros. Donc sur 2018, il y a eu un petit peu de croissance externe. Et en croissance organique pure, on se situe aux alentours de 4%. Bon, tout n'est pas encore arrêté, parce qu'on est encore début février. Mais voilà, c'est ça la tendance. Je reviendrai à la croissance externe un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a des branches qui ont plus performé que d'autres ? Aujourd'hui, comment se partage votre chiffre d'affaires entre assurance de personnes et assurance IRD ? Alors l'IRD, c'est le métier principal de Verspiren, sous beaucoup de formes, que ce soit du courtage direct, du courtage en gros, du courtage de réassurance. Donc, en gros, tout ça, c'est 70% de notre chiffre d'affaires, sous la marque Verspiren principalement, mais pas uniquement, et 30% de notre chiffre d'affaires en assurance de personnes, principalement en collective. Vous avez fait quelques acquisitions durant l'exercice. Est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur ces acquisitions et me dire comment elles s'inscrivent un petit peu dans la stratégie de Verspiren ? Donc, il y a 3 acquisitions, je dirais. On va commencer par l'Espagne. On a racheté des cabinets de courtage captifs spécialisés en responsabilité civile professionnelle de certaines professions réglementées. Donc ça, c'est notre filiale Alcora qui a procédé à ces acquisitions. Sur la France, donc, il y a eu 2 acquisitions qui sont donc le cabinet Yvelin, c'est une opération d'à peu près 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une spécialisation dans l'univers des établissements de soins, et plus particulièrement sur l'assurance des risques statutaires, où nous sommes là également gestionnaires. Et une deuxième acquisition qui est le cabinet Doldal, Doldal ACF, qui est un cabinet spécialisé sur l'assurance crédit et facturage. Aujourd'hui, vous avez combien de filiales dans le groupe ? Vous commencez à avoir beaucoup de marques. Je pense à Soliazar, par exemple, qui est une marque assez connue sur le secteur. On est à peu près entre 22 et 25 filiales, donc toutes fédérées autour d'un principe qui est celui de la famille d'entrepreneurs. Le principe chez nous, c'est de privilégier évidemment l'agilité, de déconcentrer les expertises, de façon à être au plus près des métiers, des préoccupations, du terrain, de nos clients. Donc, ce qui fait que peut-être parfois notre lisibilité n'est pas optimum, je dirais peut-être vis-à-vis de la presse, mais ça nous permet, je dirais, vraiment d'infuser au plus près du biotope de nos clients, on va dire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des endroits, des niches, ou des branches sur lesquelles vous pensez que vous n'êtes pas assez ou qui vous restent à explorer, ou vous pensez que vous avez un maillage complet ? Alors, si vous parlez territorialement, bon, effectivement, on peut toujours se dire qu'il y a des zones où on pourrait être un peu plus présent, mais bon, c'est pas une préoccupation majeure pour nous. Maintenant, en termes d'expertise, c'est justement un peu le propos des acquisitions que je citais tout à l'heure, c'est de nous renforcer sur un certain nombre de pôles où on estime avoir vraiment une place prépondérante sur le marché, et on cherche à encore densifier notre savoir-faire sur le sujet. Bon, je parlais du médical, du risque statutaire, donc ce sont des approches relativement spécialisées. De la même manière, sur l'assurance crédit, donc ça va venir rejoindre notre pôle dédié à l'assurance crédit à facturage et risque politique. Donc là aussi, on essaye d'atteindre une masse plus que critique. De la même manière, l'opération en assurance crédit nous permet également de nous renforcer à l'international, dans plus de 40 pays, sur cette expertise de l'assurance crédit, au travers du réseau Crédéa. Voilà.
Vous parlez de l'international, vous avez un réseau international assez conséquent. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça bouge pas mal chez vos concurrents notamment. Oui. Est-ce que vous le trouvez assez suffisant? Est-ce que vous avez assez de relais à l'extérieur dans les autres pays dans lesquels vous opérez? Alors aujourd'hui, nous sommes en capacité d'accompagner nos clients dans plus de 140 pays, soit au travers donc de nos entités filiales, propriétaires, soit au travers des partenariats qu'on a noués de longue date, principalement donc avec Gallagher aux États-Unis, en Australie, en UK, et avec Funk concernant l'Allemagne. Et donc chacun utilise le réseau de l'autre, que ce soit donc en Asie, dans les pays anglo-saxons, que ce soit en Europe de l'Est. Donc tout ça nous met en capacité effectivement d'accompagner nos clients aussi bien dans ce qu'on appelle le PNC, donc l'IARD, que le Benefit. Une question sur l'assurance spatiale, une branche, un secteur dans lequel on vous voit apparaître, on vous voit un petit peu plus important depuis quelques mois. C'est une branche assez marrante. Est-ce que vous avez une stratégie particulière en la matière? Une stratégie, peut-être pas une stratégie, mais une envie qui jusqu'à maintenant a porté ses fruits. Je dirais, pour employer une image, que le premier étage de la fusée a bien fonctionné. Puisque le contrat est rempli, nous sommes présents chez, on va dire, l'ensemble des leaders européens, que ce soit le CNES, l'ESA, Ariane. Donc c'est le premier étage. Le deuxième étage, ça serait vraiment maintenant de passer sur la phase post-lancement, qui est à notre portée. Et on y travaille comme selon nos habitudes, calmement, mais de manière constante. Okay. Voilà. Une question sur vos perspectives. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fixé un petit peu des gaps, des dates clés pour l'avenir? Non, écoutez, la prudence me fait dire que voilà, on va passer cette année les 400 millions. Non, une ambition, c'est... Pour paraphraser ce que dit notre président Pierre-Anthony Verspian, on ne cherche pas la taille pour la taille. On cherche à faire bien notre métier, à cultiver nos expertises et à se rendre autant que faire se peut indispensable pour nos clients, les accompagner dans toutes ces mutations et tous ces risques émergents que l'on connaît tous. C'est une très bonne transition pour ma dernière question que je pose à tous vos homologues qui passent sur ce plateau. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui que vous identifiez de manière prégnante dans tout cet univers de risque? Est-ce qu'il y a un danger qui vous paraît un petit peu sortir du lot pour les prochaines années? Alors je vais vous épargner ce qui est devenu une évidence, mais il faut quand même le rappeler. C'est quand même bien le cyber qui se détache, et très nettement. Mais mettons ça de côté, puisque je pense que mes confrères en ont déjà parlé. Non, moi je dirais il y a des sujets qui sont effectivement qu'on sent poindre. Alors à échéance plus ou moins lointaine. Bon, il y a des sujets comme la contamination. Je pense que c'est un produit qui va connaître une forte demande, plus importante qu'aujourd'hui, mais cette forte demande va être confrontée peut-être à une plus grande prudence de la part des porteurs de risques sur ce sujet-là. Il y a aussi tous les sujets qui tournent, alors là je mixerai les sujets qui tournent autour de la supply chain et du risque climatique. Je pense que la supply chain s'étire mondialement, mais elle se concentre également. Et donc si vous combinez ça avec le phénomène des événements climatiques, on peut arriver à des situations de crise importantes, avec des pays qui sont hyper spécialisés sur des composants pour l'industrie automobile. Enfin, on a connu la Thaïlande il y a quelques années, mais je pense que ça, c'est un phénomène qui va se montrer de plus en plus évident. Il y a aussi, et ça c'est peut-être à échéance un peu plus lointaine, je pense que la responsabilité civile est un domaine qui va évoluer à mesure que l'intelligence artificielle va se retrouver dans le quotidien.
Donc ce problème de la responsabilité, qui est responsable entre l'utilisateur, le propriétaire, le concepteur. Donc il y a un certain nombre de frontières qui vont bouger à ce sujet-là. Et donc je pense que ça va être un enjeu dans les années à venir. Bon, je ne vous reparle pas de la PE sans dommage avec les gilets jaunes, mais c'est vrai que c'est factuel que de dire qu'un certain nombre de clients ont été confrontés à ce sujet-là. Bon, voilà, moi je n'ai pas de dommages matériels, mais malheureusement j'ai une perte d'activité. Donc il y a quand même aussi une tendance de la part des entreprises à vouloir se protéger globalement et à sortir du champ, on va dire, académique des contrats tels qu'on peut les connaître aujourd'hui. Comment je peux me protéger contre des événements qui sont toujours accidentels, mais qui impactent mon organisation, mon activité? Comment je me protège contre ça? Donc, c'est une recherche d'une protection globale. Voilà. Très bien. Merci François Leduc d'être venu répondre à nos questions. Et moi, je vous donne rendez-vous sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos ici au cœur de la Mrae.